Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 16 mars, après l'occupation de l'Odéon à Paris et du TNP à Villeurbanne. Occupation également de l'Opéra de Lyon, cette fois-ci par des étudiants de l'ENSAT. Tous réclament la réouverture des lieux culturels. La circulation du virus s'accélère dans le département du Rhône. Les chiffres dans ce quart d'heure lyonnais. Laurent Wauquiez a présenté la conclusion de l'étude réalisée sur l'efficacité des purificateurs d'air censés traquer les polluants à l'intérieur des lycées. Un nouveau patron à la tête de Danone et c'est un Lyonnais. Rencontre avec un autre capitaine d'industrie dans cette édition, Pierre Martinet. Après l'extension de son entreprise de Saint-Quentin-Fallavier, il affiche sa volonté d'améliorer son impact sur la planète. Le Conseil d'État annule enfin les élections municipales de Pusignan. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Après l'occupation de l'Odéon à Paris, du TNS à Strasbourg, du TNP à Villeurbanne depuis vendredi et d'une vingtaine d'institutions culturelles en France, c'est au tour de l'Opéra de Lyon d'être occupé. Une centaine d'étudiants de l'ENSAT, de l'ENS Théâtre, du Conservatoire régional de théâtre, soutenu par le collectif unitaire 69 constitué d'intermittents. Tous ont débuté donc l'occupation du site pour réclamer notamment la réouverture des lieux culturels. Léo Ballery, vous vous êtes rendu sur place. Depuis vendredi, le Théâtre national populaire de Villeurbanne est occupé par des intermittents et acteurs de la culture, rejoignant ainsi le mouvement d'occupation des théâtres en France qui a débuté avec le théâtre de l'Odéon à Paris. Ils réclament notamment la réouverture des lieux de culture. Pour Samuel Camus, comédien ayant pris part à l'occupation du Théâtre national populaire de Villeurbanne, c'est un devoir que de mettre en place ce mouvement. Depuis quelques jours, là, je crois qu'on est à 31 lieux occupés en France, enfin lieux culturels, essentiellement des théâtres. Donc on va dire la métropole de Lyon se devait aussi d'être présente dans cette action. La réouverture des lieux culturels n'est pas la seule revendication mise en avant. L'idée de convergence des luttes revient de manière répétée dans les différents discours. Des revendications qui sont pour la plupart sociales, telles que l'abandon de la réforme de l'assurance chômage ou encore l'extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. Selon Samuel, cette occupation a pour but de défendre de nombreuses demandes. Il y a notamment tout ce qui est droits sociaux, donc par exemple la prolongation de l'année blanche pour les travailleurs intermittents du spectacle et également son élargissement aux intermittents de l'emploi, donc tout ce qui est restauration, les extras, l'hôtellerie, travailleurs dans l'événementiel, les intérimaires qui eux sont vraiment les oubliés de cette crise, qui n'ont plus aucun droit social. Beaucoup se retrouvent au RSA en ce moment, et ces travailleurs-là gravitent aussi autour du monde de la culture, on les croise tous les jours, donc cette occupation, elle n'est pas réservée qu'aux travailleurs de la culture. Aujourd'hui, la mobilisation perdure sans grand changement. Selon Jonathan Leboss, auteur et metteur en scène, cette absence d'évolution serait due à un manque de dialogue entre les pouvoirs publics et les membres du mouvement. On attend déjà un vrai dialogue. Pour l'instant, on est encore sur des choses vagues, voire même des provocations du gouvernement. Donc pour l'instant, on exige un dialogue qui est construit sur un rapport d'égalité et d'écoute, ce qui n'est pour l'instant pas du tout établi. Depuis lundi, l'Opéra de Lyon est également occupé, majoritairement par des étudiants. Une action en soutien à l'occupation du Théâtre national populaire de Villeurbanne, mais pas seulement. En effet, les étudiants souhaitent également prendre part à la mobilisation pour apporter d'autres revendications tout en soutenant celles déjà mises en avant, explique Alice, étudiante à l'ENS Lyon. Puis c'était aussi vraiment une volonté de notre part, justement en créant ce nouveau lieu d'occupation, c'était aussi de pouvoir ouvrir le mouvement et l'orienter vers tout ce qui est mouvement aussi qui se développe aujourd'hui contre la précarité étudiante et c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et on a aussi envie de faire de cet endroit un lieu comme ça qui soit ouvert vraiment à tous les étudiants, toutes les étudiantes et qui ne soit pas du tout juste centré sur des revendications propres au métier de la culture. Le mouvement d'occupation des théâtres en France semble prendre de l'ampleur de jour en jour. La mobilisation ne s'arrête pas là. Plusieurs manifestations sont prévues dans les semaines à venir. La première étant ce mardi à partir de midi au départ de la manufacture des tabacs dans le 8e arrondissement de Lyon. Merci.
Merci Léo. Les étudiants et la direction de l'Opéra disent partager en tout cas un objectif commun, celui que cette occupation ne mette pas en péril les répétitions, les résidences et les captations audiovisuelles prévues dans les prochains jours et semaines, et que cette occupation se fasse selon un protocole sanitaire défini et rigoureusement respecté. La circulation du virus s'accélère en tout cas dans le Rhône, avec la progression du variant anglais qui représente désormais les 3/4 des contaminations. Dans la métropole, le taux d'incidence continue d'augmenter rapidement, atteignant 291 pour 100 000. Le taux de positivité passe de 7 à 7,5%. 4 nouveaux décès, 2496 personnes sont décédées du Covid à l'hôpital depuis le 1er mars 2020 dans le département du Rhône. Emmanuel Macron a annoncé la suspension du vaccin AstraZeneca en France. Cette suspension ne sera effective que pendant 24 heures, a-t-il précisé, avant un nouvel avis de l'Agence européenne des médicaments. Les pharmaciens ont commencé hier en tout cas à vacciner. Près de 18 400 officines sur les quelques 21 000 que compte le pays vont participer cette semaine à la couverture vaccinale. La France a recensé 333 décès supplémentaires liés au Covid à l'hôpital ces dernières 24 heures. 25 500 patients environ sont actuellement hospitalisés, dont 4 200 en réanimation. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en visite hier à Lyon Biopôle, le pôle de compétitivité mondiale focalisé sur la lutte contre les maladies infectieuses et les cancers. Objectif, présenter la conclusion de l'étude réalisée sur l'efficacité des purificateurs d'air censés traquer les polluants à l'intérieur des lycées. Pendant 2 mois, les laboratoires ont œuvré pour découvrir les performances de ces purificateurs pour un résultat semble-t-il concluant. Laurent Wauquiez veut d'ailleurs saisir officiellement le ministère de l'Éducation nationale pour que les purificateurs d'air soient inclus dans la stratégie nationale des lycées. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. 25 ans après Franck Ribou, qui lui-même avait succédé à son père Antoine en 1972, un Lyonnais devient à nouveau président de Danone. Gilles Schnepp, après l'éviction d'Emmanuel Faber, ce chef d'entreprise de 62 ans, a pour mission de redresser la barre, passer du monde financier au monde de l'industrie avec Legrand en 1989. Il a fait la quasi-totalité de sa carrière chez le leader mondial du matériel électrique et mené le groupe jusqu'à une entrée en bourse en 2011. Il est également membre du conseil d'administration de Saint-Gobain, de Sanofi et vice-président du conseil de surveillance de PSA depuis 2019. Un autre capitaine d'industrie parti, lui, de rien en 1968 pour devenir le roi de la salade. Pierre Martinet est resté fidèle à ses racines régionales. Il vient d'agrandir son usine de Saint-Quentin-Falavier. Et s'il est resté un passionné de rallye automobile, il affiche pourtant sa volonté d'améliorer son impact sur la planète. Le traiteur intraitable, comme il se qualifie dans ses publicités, est à la tête d'un groupe toujours familial. Pierre Martinet. C'est aussi un état d'être. C'est là où il y a la fidélité de nos collaborateurs qui ont, sur les 710, il y en a plus de 200 qui ont 20 ans dans l'entreprise, que la promotion interne, c'est quelque chose de très important, que quelqu'un qui rentre sortant de l'école, eh bien, c'est de là où il peut prendre des postes de direction quelques années plus tard. Et de ça, nous en avons quand même quelques-uns. Cette entreprise, elle est appelée à rester familiale. Votre succession, elle est préparée ? Et j'ai ma fille qui se prépare, mais elle est encore jeune. Il faudrait bien attendre encore 5 ou 6 ans avant qu'elle prenne la place. Mais en attendant, j'organise afin que le capital et sur le point de vue des collaborateurs, il y ait cet esprit qui reste là. Cette histoire, elle a commencé en 1965 par une toute petite entreprise. 68. En 1968, à Jugerieux, oui, j'avais 21 ans et j'ai acheté une boucherie-charcuterie à Jugerieux. Et de la boucherie-charcuterie, j'ai fait les marchés, les museaux de bœuf. Les museaux de bœuf, arrêter les marchés et ensuite de développer toutes sortes de salades à base de museaux, mais aussi de légumes. Et puis aujourd'hui, c'est un volume important. J'aimerais bien vous entendre sur votre engagement RSE également. On en parle beaucoup actuellement. Et notamment cette histoire d'emballage. On dit que souvent dans l'agroalimentaire, les gens, on les voit acheter dans les épiceries du vrac. Alors évidemment, le taboulé, on ne va pas l'acheter en vrac, ni le museau. Mais qu'est-ce que vous faites pour réduire cette part d'emballage, par exemple? Eh bien, pour réduire, nous avons déjà supprimé le couvercle sur les barquettes de 300 grammes. Nous avons réduit aussi les épaisseurs depuis des années, ça. Et aussi la forme de l'emballage, afin qu'il prenne moins de place dans les camions. Donc, ça, c'est tout un ensemble de choses. Enfin, l'emballage étant une chose, mais aussi sur le point de vue de la pollution, les récupérations d'énergie, les diminutions de consommation d'eau, les diminutions de consommation d'électrique. Je crois que c'est tout un
ensemble de choses, c'est très vaste. La planète, elle est précieuse, il faut la conserver. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ici, à Saint-Quentin-Fallavier, il y a beaucoup d'eau qui est utilisée pour cette usine. Qu'est-ce qu'elle devient, cette eau ? Malheureusement, ici, elle va à la mer, hein, alors que sur nos autres sites, eh bien, nous récupérons la totalité de notre eau qui sert aux agriculteurs pour arroser leur sol. Et pourquoi pas ici ? Eh bien, ici, nous allons versons notre eau à la station d'épuration. Et la station d'épuration, elle rejette à la bourbe qui va à la mer. Et donc, c'est un peu dommage que les villes ne prennent pas conscience que cette eau, c'est précieux et qu'il faut absolument la garder pour les agriculteurs. Vous travaillez beaucoup sur la parité, hein, femme. Il y a beaucoup de femmes dans votre entreprise. Alors, on pourrait penser que ce sont des ouvrières, pas seulement ? Ah non, le comité de direction, c'est-à-dire que à la tête de l'entreprise, nous sommes 12 personnes. Sur les 12, il y a 8 femmes. Donc, c'est quelque chose d'excessivement important. Et les postes, les salaires des femmes et des hommes sont exactement les mêmes vis-à-vis de la mission qu'ils font. Hein. Il n'y a pas on ne va pas payer moins cher une femme qu'un homme, hein, parce que d'autant plus que les femmes ont aussi beaucoup de mérite. Et donc, je ne verrai pas pourquoi je trouve assez stupide de payer moins cher les femmes que les hommes. Est-ce que le vegan ou le végétal, je ne sais pas comment on l'appelle, mais est-ce que ça prend vraiment beaucoup de place aujourd'hui dans votre marché ? On a l'impression que ça explose. Le marché du végétal prend beaucoup de place. Le vegan, il n'y a encore pas beaucoup, hein, mais ça ne représente, je crois, que 2% de la consommation. Mais le végétal étant excessivement important. Et le végétal, eh bien, c'est aussi... il faut savoir que il faut 2 protéines végétales pour faire 1 de volaille. Il en faut 4 pour 1 de porc. Il en faut 7 de bœuf pour faire 7 végétales pour 1 de bœuf. Et donc, c'est de l'importance de consommer ici des végétaux. À savoir que le bœuf aussi donne du gaz carbonique qui consomme beaucoup d'eau. Donc, tout ça, nous avons intérêt de plus en plus à consommer de végétal. Donc, on peut remplacer la viande par le végétal ? On peut remplacer la viande par le végétal, oui, mais maintenant, il y a une question de plaisir. Et nous, Martinets, nous faisons des produits plaisir. Plaisir de manger par le goût, par l'œil. Il faut avoir un produit qui soit visuellement agréable à l'œil. Et ensuite, on le met dans la bouche. Et là, c'est agréable. Et c'est toujours agréable. Moi, je dirais que le bœuf ou le veau, ou le porc ou la volaille, c'est pas, je dirais pas, il ne faut arrêter de consommer ça. Je ne suis pas de cette religion-là. Mais je peux dire qu'on peut avoir une diversification. Il faut savoir, comme le disait le professeur Lestrade il y a quelques années en alimentaire, il faut 250 produits pour le foie dans la semaine. Et si on ne les fait pas, c'est le foie qui les transforme. Et donc, c'est de là où c'est important d'avoir une nourriture des plus variées. Dernière question, vous signez un livre là, Pierre Martinet, Intraitable, c'est un peu votre histoire ? C'est tout à fait mon histoire, oui. Une histoire qui commence à mes grands-parents, ensuite mes parents, et puis moi, et puis voilà, donc mes activités qui sont d'enfance, d'entrepreneur et de rugby et puis de course automobile. Merci Pierre Martinet. Une légère amélioration de la situation globale, c'est ce que laisse apparaître l'enquête menée début mars auprès de 124 dirigeants d'entreprises régionales dans le cadre de l'Observatoire économique crise Covid créé par la CCI, le MEDEF et les CPME régionales. L'activité demeure en retrait par rapport à la période d'avant-crise, mais la part d'entreprises en hausse de chiffre d'affaires, 42% en janvier-février, est plus importante qu'à l'automne. Toutefois, 38% des répondants à l'enquête se disent plutôt optimistes et 45% plutôt pessimiste quant à l'avenir proche. Le Conseil d'État annule les élections municipales à Pusignan. Le rapporteur public du Conseil d'État avait demandé l'annulation des élections en février dernier pour un non-respect des dispositions du Code électoral à la suite d'un don en nature illégal au profit de la liste conduite par Pierre Grossat. Pierre Grossat qui est décédé, je le rappelle, le 4 mars dernier, retrouvé mort à son domicile. Et puis on finit par un point météo. Cette semaine s'annonce médiocre, voire hivernale, avec de la pluie, du vent et un possible retour de la neige. Jeudi, dans la capitale des Gaules, quelques flocons sont déjà tombés le week-end dernier sur les hauteurs du département, notamment dans les monts du Lyonnais. La neige pourrait tomber ce jeudi à Lyon. La situation devrait toutefois s'améliorer dès vendredi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.